Bonjour à tous, comment se construit la finance décentralisée? Quelles sont les différentes couches finalement qu'il y a dans la finance décentralisée? C'est la question ou le sujet qu'on va tenter de répondre du coup autour de ce DeFi Talk avec Gabriel et moi-même Alexis de Lobster. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tout simplement différentes couches dans la finance décentralisée? Est-ce qu'il ne pourrait pas tout simplement y avoir une couche universelle? C'est quoi les différents services de finance décentralisée? Pourquoi est-ce qu'il y en a plusieurs catégories? Pourquoi est-ce qu'il y en a des uns au-dessus des autres? Voilà, ça va être très intéressant ce DeFi Talk, je propose qu'on commence et peut-être tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est les DeFi Talk. Ouais, exactement, donc les DeFi Talk, qu'est-ce que c'est? On va tout simplement prendre des sujets avec Alexis et débattre. Donc c'est souvent des sujets sur lesquels Alexis et ou moi-même on est un peu expert du sujet et on va se poser des questions, parfois on va débattre et le but voilà, c'est pas forcément toujours d'apporter des réponses, mais tout simplement d'échanger et d'apporter nos points de vue et nos connaissances à la communauté quoi. Tout simplement, voilà. Donc alors je vais te poser un premier point, une première question Gabriel, parce que toi aussi tu es un vieux de la vieille, tu étais là quand la finance décentralisée s'est créée, et du coup est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement, ou nous expliquer, c'est quoi les jeunesses de la finance décentralisée finalement, comment c'est né? Exactement, donc c'est vrai que nous, Alexis et moi, on a commencé vraiment avec Bitcoin, donc Bitcoin originellement, on n'était pas du tout sur de la finance décentralisée, on peut dire que même Bitcoin était vraiment l'origine même de la finance décentralisée, puisque le but de Bitcoin, c'est vraiment donner le pouvoir d'achat à l'utilisateur et donner le contrôle de la valeur à l'utilisateur et s'abstraire par exemple d'entités qui sont centralisées. Mais là, j'ai envie de dire que pour moi, vraiment, la DeFi, elle naît avec Ethereum, tu vois. Donc Ethereum qui ensuite va permettre vraiment de développer des smart contracts. Et avec les smart contracts, on va vraiment pouvoir se passer du monde centralisé. Puisque avec Bitcoin et juste même Ethereum au tout début, sans qu'il y ait vraiment cette possibilité de créer des protocoles, pour moi, c'était pas vraiment de la finance décentralisée, puisque ok, tu avais cette idéologie, ok, tu avais cette idée de posséder tes cryptos own your keys, tu vois. Mais en fait, au final, tu avais toujours un échange centralisé parce que tu n'avais pas d'autre manière de vraiment faire de la finance. Donc je dirais que la genèse même de la DeFi, c'est Ethereum et avec les premiers protocoles. Et donc là-dessus, je vais un peu me mettre en retrait. Je vais un peu faire d'ailleurs dans cet épisode un peu le noob. Et je vais laisser l'expert du sujet un peu plus quand même toi sur la DeFi, m'expliquer pour toi quel est le premier protocole vraiment de la DeFi et qu'est-ce que ça a permis quoi. Tu me vantes. Non, mais c'est super intéressant. En effet, en fait, voilà, tu l'as dit, avec Bitcoin, on pouvait faire que des échanges, des simples échanges. Avec Ethereum, on peut faire n'importe quoi. En fait, tu peux lancer un bout de code sur la blockchain que tu as codé le jour d'avant. J'exagère, mais voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'Ethereum s'est lancé en 2016. La DeFi, on en a entendu parler bien après. Parce qu'en fait, il y a eu une grosse phase de R&D où les gens se sont posé la question, finalement, quelle allait être la première couche de la finance décentralisée. Donc les premières couches, finalement, elles sont assez logiques. C'est comment est-ce qu'on va échanger des cryptos de pair à pair. Parce que avant que les échangeurs décentralisés existent, donc les AMM, pour s'échanger des cryptos en décentralisé, il fallait que tu m'en envoies une et qu'après moi je te fasse suffisamment confiance pour t'en retransmettre une. Et en fait, avec les smart contracts, on a pu créer une contrepartie qui est le contrat, ou tout simplement toi t'en envoies une et on sait que le contrat m'en renverra une autre en fait par exemple. Donc on peut créer des choses un peu plus complexes comme ça. Et en fait ce qui est intéressant c'est que la couche première qui s'est créée, c'est finalement la couche la plus liquide. Donc ça s'appelle des pools de liquidité. Donc là c'est vraiment juste pour parler de l'aspect échange, mais en tout cas c'est vraiment comme ça, en tout cas que ça a un peu démarré, la DeFi Summer et tout ça. Après il y a eu les protocoles de pré-emprunt aussi avec AAVE. Et en fait on observe que ces protocoles-là, aujourd'hui ils constituent un petit peu les bases de toute la liquidité des blockchains. C'est-à-dire que des blockchains, il n'y en a pas qu'une. Il y a Ethereum, que tout le monde connaît, qui est une blockchain EVM, sur lesquelles il y a beaucoup d'autres blockchains qui sont EVM, il y a des layer 2 qui sont sur couche 2, mais en fait dans chaque blockchain, quand une blockchain se lance aujourd'hui, elle se pose la question nécessairement de mettre directement à son lancement un DEX, donc une plateforme qui va permettre les échanges décentralisés et même un protocole de lending. Voilà, c'est la base. Et en fait, c'est exactement comme si on construisait, je vais faire l'analogie du siècle, non, peut-être pas quand même, mais en fait, moi j'aime dire que une blockchain, c'est comme une ville, en fait. Quand on crée une blockchain, c'est comme si on crée une ville. Et cette ville, elle a quoi? Elle a des rues, elle a un hôtel de ville, elle a un maire, tu vois, en fait, elles sont toutes un peu construites pareil, à différentes échelles, avec certains fonctionnements qui sont différents dans la loi, etc. Et en fait, comme il y a toujours cet hôtel de ville et ces trucs-là, il y a toujours ce DEX, il y a toujours ce protocole de lending, patati patata. Et après, il y a des innovations qui parfois, quand elles sont vraiment bien et qu'elles fonctionnent bien, elles sont dupliquées sur d'autres blockchains. Donc c'est ce qu'on appelle des forks.
Donc les forks sur les blockchains EVM, c'est super facile à réaliser. Donc en général, quand il y a un bon protocole qui marche bien sur une blockchain, il est dupliqué quasiment instant sur des blockchains qui sont EVM compatibles avec Ethereum. Donc ça, c'est pour parler vraiment des piles de base. Voilà. Dans un premier temps, il y avait vraiment la partie échange, mais comme tu dis, il fallait faire confiance. Donc je me rappelle Satoshi Nakamoto qui envoyait en fait à ses co-développeurs, donc créateurs du Bitcoin, des bitcoins, et en fait il demandait par mail, en fait, donc il a envoyé par exemple des mails, des messages, et comme tu dis, on doit vraiment faire confiance à la personne. Donc inimaginable, pas scalable, en fait c'est vraiment du P2P, pair à pair, mais que entre les gens qui se connaissent. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la manière dont tu l'as présenté. Donc au début il y avait ça, donc pas du tout scalable. Ensuite les échanges centralisés, donc je dois vraiment faire confiance à une entreprise qui va être ce garant et ce third party. Et après, comme tu dis, ok, on a toujours un peu un third party, mais qui est décentralisé. Et j'aime bien comment tu l'as présenté, c'est le smart contract, donc c'est le contrat intelligent, et c'est là l'origine et tout le talent, en vrai, j'ai envie de dire, de la DeFi et d'Ethereum, quoi. Ouais, tout à fait. Et en fait, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant aussi, que j'ai évoqué rapidement, mais qui est quand même crucial. C'est en fait, comment est-ce que tu fais pour faire un échange sans que les deux personnes se connaissent, parce qu'en fait, en termes de liquidité, c'est une problématique qui est très compliquée parce que tu ne sais pas à un instant donné qui va vouloir donner une crypto et qui va en prendre une. Donc en fait, dans le monde centralisé, il y a des carnets d'ordre, mais dans le monde décentralisé, on ne pouvait pas faire un carnet d'ordre, c'était trop compliqué, il n'y avait pas assez de liquidité, donc en fait, ça n'existait pas. Et en fait, ce qui a existé dans un premier lieu, c'est pas des carnets d'ordre, donc aujourd'hui, ça commence à exister sur la DeFi depuis déjà maintenant peut-être 2 ans, mais en fait, c'est une pool de liquidité, parce que la pool de liquidité, elle permet de faire des échanges en asynchrone. Donc en fait, il y en a un qui met l'argent dans la pool, il met les 2 tokens qu'il veut échanger, et quand il le souhaite, il y en a un autre qui peut faire un échange en asynchrone, et ça marche super bien, parce que du coup, tu échanges au prix donné. Tu n'as pas besoin de créer un ordre, il n'y a pas de problème de liquidité. La liquidité, elle est directement mise chez celui qui trade en fait. Totalement, et c'est vrai que tu as déjà un peu expliqué ce que c'était la pool de liquidité. Est-ce que tu pourrais vraiment pour les plus novices d'entre nous, là je me fais un peu passer pour le très novice, concrètement, comment ça va fonctionner la liquidité avec des pools de liquidité? Donc un DEX, de quoi il a besoin concrètement, tu vois? Un DEX pour se launcher, il a besoin de quoi? À quel moment? Et aussi, j'aimerais bien que tu dises qu'est-ce qui se passe, tu vois, s'il y a une pool justement qui est vide. Ouais. Bon, c'est intéressant. Là, c'est vraiment juste pour parler des DEX. Après, on parlera un petit peu des autres protocoles. Totalement. Mais en fait, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un DEX, il a besoin en fait à peu près des mêmes choses qu'un SEX pour se lancer en fait. Donc, il a besoin, on va dire, 2 personnes qui tradent. Voilà. Sauf que les personnes qui tradent, elles vont pas trader s'il y a des frais qui sont trop gros. Donc, pour qu'il y ait des frais qui soient plus faibles, il faut qu'il y ait des personnes qui apportent de la liquidité. Donc, en gros, c'est les liquidity providers qui sont l'équivalent. Grosso modo des market makers dans le monde centralisé. Donc les market makers, eux, ils vont réduire l'écart entre les acheteurs et les vendeurs dans le carnet d'ordre. Et en fait, les liquidity providers, ils vont augmenter la liquidité des pools de liquidité. Et en augmentant cette liquidité, ils vont réduire l'écart de prix qu'il y a quand une personne fait une transaction. Donc si tu fais une transaction de 10 euros dans une pool qui en contient que 20, en fait, ton prix il va varier énormément. Et comment on appelle ça en DeFi? Alors en DeFi, ça s'appelle le slippage. Là où dans le monde centralisé, ça s'appelle le spread. Donc sur un carnet d'ordre, c'est un spread. Sur la DeFi, c'est un slippage. Voilà, donc tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as d'un côté des apporteurs de liquidité, de l'autre côté des échangeurs. Et la troisième roue du carrosse, si on pourrait l'appeler comme ça, qui est au final rien d'autre qu'un trader un peu plus intelligent, on va dire c'est l'arbitreur. L'arbitreur qui permet en fait que le prix sur l'échangeur, décentralisé ou centralisé, soit au plus juste et donc du coup soit ajusté par rapport au prix des autres. Donc s'il y a un écart de prix selon 2 plateformes, il va acheter là où c'est pas cher et revendre là où c'est cher. Il fait rien d'autre que du trading, mais plus intelligemment. Ouais, et moi, juste pour rebondir sur ce point, c'est un truc que j'aime beaucoup, tu vois, dans la finance de manière globale et encore plus, je trouve, dans la DeFi, c'est qu'en fait, tout est bien pensé et tout est bien incentivé. C'est-à-dire que, par exemple, l'arbitrageur, il fait du trading, comme tu dis, mais en fait, on a vraiment besoin de lui. C'est grâce à lui que, du coup, on va se dire qu'un bitcoin vaut tant et qu'en fait, il n'y a pas des grosses décorrélations de marché entre ce DEX et l'autre DEX ou un DEX et un CX. Et en fait, s'il y en a, il va profiter de l'opportunité pour justement équilibrer la chose. Et pareil, là, tu as dit, donc, dans les pools de liquidité, il y a des gens qui doivent provide de la liquidité. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans la DeFi, ces gens-là, ils sont incentivés, ils sont encouragés à le faire. Et donc, c'est ça qui, je trouve, vraiment génial dans la DeFi, c'est que chaque acteur a un rôle particulier, on a besoin de lui, et en fait, le système est bien pensé, tu vois, pour que cet acteur il soit récompensé pour ce qu'il fasse. Donc voilà, je provide de la liquidité, je vais être récompensé. Je fais des trades même parfois en fait dans les DX, justement ce que j'aime bien c'est que tu fais des trades, tu payes des fees, mais en fait ces fees sont redonnées au par exemple holder du token. Donc beaucoup de mécanismes que je trouve très smart
pour qu'en fait tout cet écosystème en fait tourne et fonctionne très bien quoi. Donc voilà, ouais, je trouve que tout cet écosystème fonctionne très bien et autorégulé entre lui-même, tu vois, et que ouais, chaque acteur trouve son compte et est récompensé pour les actions qu'il fait quoi. Totalement, totalement. Je vais faire une dernière analogie et après on passera à un autre sujet. Mais en fait, le trader, c'est un petit peu celui qui achète ses pommes finalement. Lui, il s'en fout un petit peu du prix. Il veut des pommes, donc il les achète. Et l'arbitreur, c'est celui qui voit que dans une autre ville, il y a une meilleure production de pommes. Et donc lui, il va les acheter dans l'autre ville et il va les ramener dans la ville là. Voilà, tout simplement. Donc en fait, au final, il achète et il vend aussi. Mais c'est juste que lui, il fait des trajets en plus de ça. Il compare les autres trucs. Ouais, excellent. Et l'apporteur de liquidité, c'est le producteur, tout simplement. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette petite analogie. Ouais. C'était cadeau, c'était free. Ouais, donc là, on s'est pas mal concentré. Je pense que c'est super important de l'avoir fait, puisque sur les DEX, c'est vrai que c'est, je pense, quand même la première couche, comme tu l'as dit. On lance une nouvelle blockchain, on lance un nouvel layer. Directement, les fondations, les nouvelles blockchains, elles veulent absolument un DEX parce que c'est la base. C'est clairement la base. Mais du coup, ouais, maintenant, je serais assez chaud qu'on aille un peu plus loin. Donc une fois que la blockchain a créé par exemple son DEX, a apporté de la liquidité, a un peu du volume, des traders, quelles sont les autres couches que tu vois essentielles dans la DeFi, tu vois? Et peut-être on peut parler des différents types de protocoles aussi. Ouais, super intéressant. Alors, je vais parler déjà de quelque chose, c'est que pour moi, dans la finance décentralisée, il y a plusieurs services. Finalement, il y a plusieurs use cases. Donc dans le service des échanges, il y a les DEX. Dans le service du prêt-emprunt, il y a les plateformes de lending. Dans, si on peut appeler ça un service, donc ça va paraître abstrait pour ceux qui ne sont pas dans la finance, mais en fait, acheter et vendre des options d'achat, c'est un service. Donc il y a des plateformes d'achat et vente d'options d'achat. Ensuite, les NFT, il y a des plateformes d'achat et de vente de NFT. Les NFT qui eux-mêmes peuvent avoir différents services. Donc voilà, tu as plusieurs catégories. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces plateformes-là, de base, elles ne sont pas forcément les plus optimisées possibles. Mais c'est celles qui sont généralement avec le plus de liquidité. Et pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi elles ont beaucoup de liquidité, mais qu'elles sont quand même elles sont efficientes, souvent c'est les plus efficaces, mais elles sont soit trop complexes, soit il peut y avoir différents problèmes. Par exemple, pour prendre l'exemple justement de l'apport de liquidité, c'était très simple de faire de l'apport de liquidité en 2020-2021, tu avais juste à apporter 2 cryptos. Aujourd'hui, il faut choisir un range de liquidité, plus personne comprend ce que ça veut dire. Donc en fait, comme la complexité, comme la DeFi aussi, dans un certain sens, tend à se complexifier justement pour l'efficacité, tu as des surcouches qui se créent, comme des surcouches de simplification. Donc là, petite analogie justement avec les plateformes de liquidity management, un peu comme Lobster finalement, où on se met en surcouche d'une plateforme pour justement optimiser la liquidité des échangeurs, et on est une catégorie d'optimisateurs de services finalement. Ensuite, il y a une autre catégorie d'optimisateurs de services qui sont les agrégateurs. Donc les agrégateurs, c'est par exemple, il y a plein de pools de liquidités différentes, elles ont des prix différents chacune, elles ont des liquidités différentes chacune. Et toi, en tant qu'acheteur, tu veux passer par la meilleure pool de liquidité. Donc tout simplement, tu vas passer par un agrégateur qui va te router plusieurs pools, parce que parfois passer par une pool c'est moins pertinent que passer par plusieurs pools. Et donc en fait l'agrégateur il va te router et il va te faire le meilleur échange possible. Donc ça c'est vraiment les agrégateurs. Et à un temps donné aussi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que du coup, voilà, il va router. Donc qu'est-ce que ça veut dire router? C'est comparer un peu le Trivago en fait, le Trivago des hôtels, etc. Trivago des pools de liquidité, Trivago des DEX aussi, Trivago des bridges. Donc comme tu l'as dit, vraiment ce que je trouve intéressant c'est que la partie agrégation, je trouve que vraiment dans la DeFi c'est un point central en fait, parce que comme tu dis, ça va permettre d'avoir le trade le moins cher, la liquidity providing la plus efficiente, et aussi par exemple le bridge aussi le moins cher, le plus rapide, etc. Oui, tout à fait, pour les bridges c'est pareil, tu as des agrégateurs. Donc c'est vrai, donc vraiment agrégateur de DEX, agrégateur de bridge, agrégateur de liquidity pool, agrégateur de CX entre guillemets, un peu nous avec ce qu'on fait avec CD. Est-ce que tu vois d'autres types d'agrégateurs où là je pense qu'on a un peu tout couvert? Je pense que les agrégateurs, ça existe à partir du moment où il y a des forks de protocoles. En fait, forcément, qu'il y a des prix différents, il y a des trucs différents, donc les agrégateurs existent. Les liquidity managers, qui étaient mon premier exemple, ça existe quoi qu'il arrive de par la complexité, on va dire. Et la troisième catégorie en fait, de type de protocole qu'on pourrait citer, c'est ceux qui font un mix de services. Donc par exemple, je vais citer il y a un protocole qui s'appelle Taro Finance qui existait avant, mais il y en a d'autres qui se créent par rapport à ça, où ils font un mix entre du liquidity providing et du lending. Donc en fait, tu vas pouvoir par exemple collatéraliser
tes propres fonds que tu as mis dans une pool pour pouvoir emprunter. Donc là, tu as 2 services en un. Tu peux faire ça aussi avec des NFT. Tu as des plateformes comme Bendo qui permettent de collatéraliser un NFT, de récupérer de la liquidité ou même de le tokeniser. Enfin bref, tu vois, tu as des agrégations de services finalement et ça, c'est des surcouches très intéressantes. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans un monde, dans la blockchain, où en fait, tu as plein de services de base qui se créent, mais in fine, tu as aussi plein de surcouches de ces services qui sont réellement les services utilisés par les users DeFi en fait. Et de moins en moins, ça c'est les couches de base pour pas mal de raisons. Parfois ça l'est, hein, mais parfois non. En tout cas, Madame Michu, globalement, elle va préférer passer par un liquidity manager que directement… Uniswap V3. Voilà, par exemple. Tu vois. Non, totalement. Et moi, c'est clairement ma vision. On me pose souvent la question, tu vois, comment tu vois le futur de la DeFi dans 10 ans, etc. Et c'est vrai que moi, je pense que c'est clairement ça, tu vois, c'est les couches protocolaires, en fait, les plus bas niveaux, vont vraiment ne plus être utilisés par le commun des mortels et ça va vraiment être full du B2B. Et en fait, là, ce qu'il faut, c'est avoir la meilleure UX, la meilleure interface, la plus smooth possible pour l'utilisateur et qui après, avoir la meilleure UX, avoir la meilleure optimisation, etc. Et donc ça passe par des sous-couches, quoi. Donc ouais, totalement aligné avec ça. Après, moi, une question que je me pose, j'aimerais bien avoir ton avis aussi, c'est à quel point, tu vois, c'est risqué d'ajouter beaucoup de couches. Parce que une des raisons aussi pourquoi je pense que Uniswap, par exemple, ok, est compliqué, mais aussi fait pas trop d'innovation d'un point de vue UI, UX, d'un point de vue optimisation de certaines choses, c'est aussi pour limiter le risque. C'est-à-dire que, ok, ils ont un smart contract qui est solide, ultra audité, et en fait, avant de faire n'importe quelle modification, ils vont faire très attention parce que, comme tu l'as dit, ils ont énormément de liquidité. Et donc, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est où est-ce qu'on va, à ton avis, avec toutes ces surcouches, à quel point c'est risqué, tu vois, parce que je me dis, à chaque fois que tu utilises un nouveau produit, une nouvelle surcouche, tu as un nouveau front-end, par exemple, donc tu vas parfois avoir des sources de hack, tu vois. Donc ouais, je suis très curieux d'avoir ton avis sur qu'est-ce que ça implique en termes de sécurité, quoi. En fait, finalement, je pense que c'est assez logique. Hein. Enfin, la réponse, pour le coup, elle est assez universelle. C'est que quand tu empiles les couches, tu empiles les risques. Hein. Donc, voilà, si tu utilises un agrégateur d'agrégateur, tu as le risque de l'agrégateur, le risque de celui dessous, et ainsi de suite. Donc, en fait, tu as 3 ou 4 niveaux de risque. Et c'est tout le temps un peu comme ça. Donc, en fait, oui, en effet, c'est plus risqué, mais c'est plus efficace. Et après, on tend quand même vers des protocoles qui sont de plus en plus audités. Donc voilà, après ça fait partie de quel risque est-ce que tu es prêt à prendre, pour quel niveau de complexité. Il y a toujours un peu des trade-offs, hein, ça c'est vrai. Non, totalement. Ouais, du coup, franchement, super intéressant. Merci d'avoir partagé un peu toutes tes connaissances là, sur la DeFi, sur les couches. J'ai beaucoup aimé la métaphore avec la ville qui en fait est très vraie. Hein. En réalité, c'est qu'on construit couche par couche. Très curieux de voir ce que ça va donner par la suite, la DeFi et ses différentes couches. Mais ouais, donc j'espère que ça vous a plu, cet épisode avec Alexis. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, dire ce que vous en avez pensé. Et vous, est-ce que vous voyez d'autres couches, par exemple, qu'on n'a pas abordées? Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe. Merci à toutes.